Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 3 thèmes dont j'ai envie de vous parler. D'abord de la guerre entre Israël et l'Iran, déclenchée par l'État d'Israël. Le deuxième sujet, ce sont les rafles de Bruno Retailleau contre les étrangers. Et mon troisième thème, ce sera le rachat par Pierre-Édouard Stérin du compte sur les réseaux sociaux Serfia, qui est un compte dit d'information alternative. Et je vous parlerai en détail un peu de la stratégie de Pierre-Édouard Stérin pour étendre son influence sur la vie politique de notre pays. Mais avant de commencer, je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Sachez que c'est vraiment très important pour nous, en particulier les insoumis, parce que quand vous voyez l'état du système médiatique aujourd'hui, si on n'a pas ces outils, les réseaux sociaux, pour pouvoir vous parler en direct, eh bien on n'a pas d'outils pour pouvoir dire ce qu'on a à dire sans le filtre des médias qui ne nous respectent absolument pas. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça fait monter les abonnés, donc la prochaine fois, il y a plus de gens qui reçoivent les notifications. Et 2, ça fait monter la vidéo elle-même dans les tendances quand vous vous abonnez. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je commence donc avec mon premier thème, la guerre déclenchée par Israël contre l'Iran, au prétexte qui est le même depuis une vingtaine d'années, puisque maintenant on a vu la suite des vidéos, depuis une trentaine d'années, puisqu'on parle de 1995, je me fais vieux en réalité, mais Netanyahou, depuis maintenant 30 ans, dit que l'Iran est sur le point d'avoir la bombe atomique et que donc tout cela exige de faire des interventions préalables. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Vraiment, il y a une vidéo qui a récapitulé toutes les fois où Netanyahou disait cela. Mais là, on est entré dans une nouvelle étape de la montée des tensions, puisque Israël a décidé de bombarder, dit-on de manière préventive, mais ça n'existe pas, je vais y revenir, l'Iran pour donc essayer de détruire des installations nucléaires. Alors, commençons par dire une chose, avant tout autre commentaire, c'est qu'on ne peut pas être d'accord avec le régime iranien et sa volonté, qui est une volonté affichée et assumée, de se doter de la bombe atomique pour rayer Israël de la carte. Ce sont des choses que les dirigeants iraniens ont déjà dit. Donc ça, on ne peut pas être d'accord avec ça. Mais la logique qui est la nôtre, celle des insoumis, la logique qui est celle normalement du droit international, c'est d'avoir des accords pour faire en sorte que l'Iran puisse, s'il le souhaite, se doter du nucléaire civil. On peut avoir toutes les réserves qu'on veut sur le nucléaire civil, mais en tout cas, ça doit faire partie de la possibilité des États de s'en doter si c'est la décision qu'ils prennent, et néanmoins de ne pas enrichir l'uranium de telle manière qu'il puisse ensuite se doter de la bombe atomique, puisque l'objectif des Français en ayant signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, eh bien, c'est justement de limiter la prolifération des armes nucléaires dans le monde. Alors, au passage, Israël, qui n'a pas signé le traité de non-prolifération sur les armes atomiques, lui, s'est doté de la bombe atomique dans les années précédentes. Tout ça est connu de tout le monde, n'est pas assumé par personne, mais Israël fait partie des États qui détiennent officieusement la bombe atomique. Mais en tout cas, voilà pour la situation un peu antebellum, c'est-à-dire qui préexistait avant la guerre. Là, Israël a donc décidé d'attaquer l'Iran par des bombardements et l'Iran a décidé de riposter par une série d'envois de missiles, de drones sur les villes israéliennes. Commençons par dire que l'objectif de Netanyahou dans cette guerre, c'est de desserrer l'étau sur lui, à la fois à l'intérieur de son pays, puisqu'il était mis sous pression notamment d'un vote de censure, qui est passé à pas loin de le faire tomber du gouvernement, mais aussi compte tenu du fait que autour du massacre qui a lieu à Gaza, du génocide qui a lieu à Gaza, eh bien, la communauté internationale était en train de se mobiliser d'une manière renouvelée après l'épisode de la flottille qui était partie donc pour rompre le blocus de Gaza, qui a donc été arrêté, vous vous souvenez, où il y avait notamment Rima Hassan, l'eurodéputée de la France Insoumise, et où 12 personnes avaient été arrêtées et détenues illégalement par Israël dans le cadre de cette opération pour la flottille. Donc comme il y avait un regain de la mobilisation internationale sur la question du génocide à Gaza, eh bien Netanyahou était de plus en plus isolé sur la scène internationale, et donc ces nouvelles frappes, ces frappes contre l'Iran interviennent dans un contexte politique qui est très particulier pour Netanyahou, à la fois à l'intérieur de son pays, mais aussi à l'extérieur dans les relations internationales. Ce n'est pas la première fois que Netanyahou s'engage dans le fait de frapper des États qui sont des États souverains. Il a notamment attaqué et bombardé à des moments donnés la Syrie, le Liban et le Yémen. Donc c'est devenu une pratique habituelle de Netanyahou que d'aller bombarder les gens. Sauf que
La question qui est posée avec l'Iran, déjà, c'est les capacités de riposte de l'Iran, puisqu'il y a eu une riposte iranienne, et d'ores et déjà, au moment où je vous parle, et sans doute que le bilan va encore s'alourdir, mais du côté iranien, il y a 385 personnes qui ont été tuées et plus de 1200 personnes qui ont été blessées, selon le dernier compte auquel j'ai pu avoir accès. Et du côté d'Israël, c'est-à-dire des bombardements en riposte de l'Iran, il y a 24 personnes qui ont été tuées et, alors j'ai vu 2 chiffres, donc je ne sais pas lequel est le bon, 500 ou 800 blessés, mais dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, ça fait énormément de gens qui se sont d'ores et déjà fait tuer ou qui se sont fait blesser par ces bombardements dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'il faut dire d'abord et avant tout, c'est qu'on ne peut pas accepter, pas plus qu'on ne l'accepte de la part de Netanyahou, mais on ne peut pas accepter de qui que ce soit que les bombardements touchent des populations civiles et aient pour objectif de toucher des populations civiles, puisque là, c'est ce dont on est en train de parler à l'heure actuelle pour les bombardements qui se font d'ailleurs de part et d'autre, contrairement à ce que dit Netanyahou en disant qu'il vise spécifiquement des installations militaires. Je rappelle que sur la bande de Gaza, ils ont déjà tué plus de 50 000 personnes et que ceux qui meurent sont essentiellement des civils, des femmes, des enfants. Et j'ai entendu d'ailleurs des propos que j'ai jugés mais odieux de l'ambassadeur d'Israël en France qui était invité sur je ne sais plus quelle chaîne et qui disait « Non mais ça va, c'est pas si grave en fait d'avoir tué 50 000 personnes vu qu'on aurait, disent-ils, vu qu'on a tué 25 000 terroristes du Hamas, ça fait un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire on tue un combattant du Hamas et on tue un civil, c'est pas si grave d'habitude, les ratios c'est pire que ça, c'est 1 pour 4, donc vous voyez finalement, et encore une fois il recommence, Israël, Tsahal, l'armée la plus morale du monde, etc. Ils inventent des éléments de langage à chaque fois pour justifier des formes d'inhumanité dans leur manière de faire la guerre, qui sont absolument odieuses et que les journalistes, pour une raison que j'ignore, laissent passer comme ça sans rien dire, sans dire ah bon, vous trouvez pas ça scandaleux quand même ce que vous êtes en train de dire monsieur, est inhumain ce que vous êtes en train de dire, mais non, en général ça passe tranquillement sur les plateaux télé. Enfin moi je suis vraiment outré de l'ambiance qu'il y a sur les plateaux télé, de la manière dont un certain nombre de personnes peuvent dire des choses inhumaines et abominables sans que personne ne reprenne quoi que ce soit de ces propos. Enfin vraiment c'est odieux et vraiment raison pour laquelle je vous invite de nouveau à vous abonner à nos chaînes sur les réseaux sociaux, à nos outils sur les réseaux sociaux, parce que sinon on n'a aucun moyen de faire passer une parole alternative que ces réseaux sociaux, et en plus on ne sait même pas pendant combien de temps on pourra encore les utiliser sans que ici ou là il y ait des velléités d'essayer de les couper. Donc vraiment profitez-en pendant qu'on les a, c'est le moment de nous filer le coup de main pour nous aider à développer ces réseaux-là. Je reviens sur mon sujet, mais ces bombardements d'Israël en Iran, ils ont provoqué une forme de resolidarisation autour d'Israël de plusieurs gouvernements, à commencer par le nôtre. Alors vraiment, Macron, c'est décidément le champion du monde des positions catastrophiques. Il dit, à peine Israël a bombardé l'Iran, il dit un truc du genre, s'il y a une riposte, la France se tiendra aux côtés d'Israël, prête à participer à la défense d'Israël. Et évidemment, il y a eu une riposte qui était l'évidence même, et donc dès quelques heures plus tard, c'était plus tout à fait la même musique parce qu'il s'est rendu compte que dire ça, ça voulait dire potentiellement que si jamais il y avait une suite de bombardements, ça voulait dire que nous, on devait y participer. Enfin, vraiment, Emmanuel Macron sur la politique internationale, il dit des trucs et puis ensuite tout le monde rame. On a l'impression à l'intérieur de son gouvernement ou du ministère des Affaires étrangères pour essayer de redresser la barre et de remettre la barque à flot parce qu'il raconte n'importe quoi et qu'ensuite tout le monde est obligé d'essayer de recoller les morceaux. Enfin bref, je passe sur cette partie-là. Mais c'est surtout les États-Unis qui sont très inquiétants dans leur velléité guerrière, puisque là, Donald Trump met d'une certaine manière l'Iran au pied du mur en disant qu'il attend une capitulation sans condition, ce qui est quand même des termes qui sont des termes assez lourds, qui avaient notamment été utilisés contre l'Allemagne nazie. Hein. C'était ça qui était l'objectif de la guerre contre les nazis, c'était donc d'obtenir la capitulation sans condition, qu'on a obtenue grâce notamment à l'engagement des soviétiques à l'Est et aussi des Américains, des Anglais, des Canadiens à l'Ouest et puis par le Sud des forces françaises, hein, puisqu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu le débarquement de Provence. Je vous en parlerai dans une autre vidéo une autre fois, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, toujours est-il que ces termes-là, ils font référence à cette partie-là, à ce moment-là de l'histoire. Donc ce ne sont pas des thèmes et des termes qui sont légers. Et
là, Donald Trump se met lui-même dans une nasse, puisqu'il menace de bombarder l'Iran, que donc, si jamais l'Iran ne cède pas, ce qu'il ne compte pas faire, l'Iran, donc Donald Trump va être obligé, plus ou moins, de faire quelque chose, vu qu'il a menacé. Si jamais vous faites des menaces sans les mettre à exécution, c'est que vous ne tenez pas grand compte de votre parole. Alors, ce ne serait pas la première fois que Trump dit un truc puis son contraire en 2 jours. Il a une forme de logique macroniste, d'une certaine manière, puisqu'il est capable de dire tout et son contraire en l'espace de 2 jours. Mais tout ça nous met dans une ambiance de montée des tensions, de monter vers des dispositifs qui peuvent être ceux d'une 3e guerre mondiale, il faut appeler un chat, et tout ça est extrêmement inquiétant, donc raison pour laquelle il faut continuer à défendre une voie qui est simple, qui est celle de la voie diplomatique, du cessez-le-feu immédiat et d'un accord, d'un traité qui conduise à la paix. L'Iran s'était engagé dans les années précédentes à des programmes justement où on pouvait surveiller le développement de ces installations nucléaires. C'est Trump qui a décidé de mettre en cause ces accords. Par ailleurs, l'attaque israélienne a quand même permis de tuer la personne qui était censée négocier avec les États-Unis un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Donc c'est sans doute l'un des objectifs des frappes d'Israël. Mais vous voyez que cette situation a réuni toutes les conditions pour s'envenimer et pour devenir une situation d'extrême tension, encore pire que ce qu'elle est déjà aujourd'hui, malheureusement. Moi, ce que je vous invite à faire, si le sujet vous intéresse et que vous voulez davantage d'explications, de détails des épisodes précédents et de ce qui est en train de se passer maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller regarder le point politique de Jean-Luc Mélenchon qu'il a fait ce mercredi, que j'ai regardé pour ma part, qui était vraiment je trouve un de ses meilleurs discours que j'ai pu voir ou entendre. Et je voudrais vous alerter d'ailleurs sur un point, c'est que je sais que souvent on vous invite médiatiquement, politiquement, dans les médias de la bonne société, à détester Jean-Luc Mélenchon. C'est une manière un peu de se faire bien voir en société. Dire du mal de Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours très apprécié. Eh bien, moi, je me fiche pas mal de la bonne société, ça n'est pas mon sujet. Et je veux vous dire qu'une personne qui vous parle comme cela, pendant 1h52, je crois, une personne qui respecte votre intelligence comme Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez pas être d'accord avec lui, et ça, c'est pas un souci, c'est normal, c'est la démocratie, c'est les positions de chacune et de chacun. Vous pouvez pas être d'accord avec lui, mais vous pouvez pas lui enlever un truc. C'est que lui, au moins, il détaille ses positions. Il explique ce qu'il pense, ce qu'il faudrait faire, à son avis, ce qui a été fait qui ne correspondait pas à l'intérêt général, et il vous présente les choses de manière rationnelle, posée, en faisant confiance à l'intelligence des citoyens. Alors, ça n'oblige pas à être d'accord avec lui. Moi, en l'occurrence, je le suis. Donc, évidemment, je vais vous dire des choses plutôt positives sur son compte. Ça n'oblige pas à être d'accord avec lui. Mais précisément, si vous n'êtes pas d'accord avec lui et avec moi par ailleurs, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo. Regardez-la et étudiez la position qu'il propose et qu'il défend. Et je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont, par exemple, de droite, mais de la droite gaulliste, du moment où la droite n'était pas encore devenue raciste comme elle l'est aujourd'hui, eh bien je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde, disons, d'avoir un chef d'État, une personne qui est en tout cas du rang d'un chef d'État, qui pourrait être un chef d'État à un moment donné si le peuple français en décide, mais quelqu'un qui a les idées claires sur la politique internationale. Parce que alors, les boulets qu'on a aujourd'hui sur la politique internationale, ça n'est pas à la hauteur d'une grande puissance comme la France, et vraiment, on a besoin d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce point politique de Jean-Luc Mélenchon si vous voulez creuser ce sujet. Deuxième thème dont je veux vous parler, c'est des rafles de Bruno Retailleau, et je ne vois pas comment appeler ça autrement, puisqu'il mobilise des policiers et des gendarmes, 4000 quand même, 4000 policiers et gendarmes, pour aller, dit-il, attraper des personnes qui seraient des étrangers en situation dite irrégulière, et les attraper, où ça? Dans les gares, dans les bus, dans les transports en commun. Voilà l'objectif du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En plus, il a lancé cette opération, scandale entre tous, la date anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, du 18 juin 1940, qui était un appel à résister contre les nazis et les collabos. Mais aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui, le jour du 18 juin, décide qu'il va falloir aller faire des contrôles aux faciès, parce que je vais y revenir, mais c'est en ça que ça consiste, des contrôles aux faciès pour essayer d'arrêter des gens qui auraient des soucis avec leurs papiers
et qui donc ne seraient considérés par ce ministre de l'Intérieur comme des personnes clandestines, dit-il, avec des termes qui sont toujours très désagréables, très méprisants pour les gens. Alors, allons-y, allons dans le détail. En quoi ça consiste, cette opération? Ça consiste d'abord en un objectif politicien de la part de Bruno Retailleau, qui est d'exciter la haine et le racisme contre les personnes étrangères dans notre pays. Parce que l'idée globale aujourd'hui, c'est d'essayer de faire croire que les personnes étrangères seraient des gens matériellement dangereux. C'est-à-dire qu'il y aurait un problème qui serait posé avec l'immigration qui ferait que si jamais vous croisez un étranger quelque part, vous êtes directement menacé. Et c'est bien l'objectif qui est celui de Bruno Retailleau et de tous les gens d'extrême droite, c'est d'essayer de vous faire perdre vos moyens intellectuels, de vous faire peur pour que vous ne réfléchissiez pas à la situation de votre propre pays et pour que vous vous disiez que vraiment l'urgence, alors là, vraiment le truc qu'il faut faire de toute urgence, c'est d'attraper les personnes qui sont étrangères parce que vous savez même pas pourquoi, mais en tout cas, apparemment, il y aurait un problème, soit parce qu'on vous dit que c'est des gens dangereux, soit parce qu'on vous dit que c'est des gens qui, je mets des énormes guillemets, profitent des aides sociales puisque c'est ça qu'ils disent. Alors ça leur pose pas de problème de dire à la fois ils profitent des aides sociales et de dire en même temps qu'ils prennent le travail des autres. Ça leur pose absolument aucun problème parce que je signale quand même que les gens qui travaillent payent et des cotisations et des impôts et donc payent les aides sociales. Donc on pourrait rentrer un jour dans le détail des contradictions de l'extrême droite sur ce sujet-là, mais je ne le fais pas aujourd'hui. Vraiment, sur ce sujet, par ailleurs, il faudrait qu'à un moment donné, les gens qui nous disent qu'il y a des étrangers qui viendraient pour profiter des aides sociales, fassent le test de c'est quoi les aides sociales quand tu es étranger. Parce qu'ils vont être vite déçus, vu qu'il n'y en a pas, sauf quand on est demandeur d'asile, qui est un cas très particulier qui est prévu par le droit d'asile dans notre pays. Et c'est une aide qui est ridiculement faible, qui est de l'ordre de 200 € par mois, si mes souvenirs sont bons, et qui ne permet pas de vivre décemment, tout au plus de s'acheter un sandwich maximum par jour. Et encore, si vous avez ça, c'est que vous avez trouvé des sandwichs qui sont pas chers. La seule autre chose que permet le fait d'être sur le sol de la République française, c'est d'être soigné. Mais alors, si les gens qui sont racistes veulent qu'on arrête de soigner les gens qui sont étrangers, qui sont sur le sol de la République française, qui disent les choses clairement. Ça veut dire qu'ils veulent laisser mourir des gens. Mais il faut le dire comme ça. Il faut dire, ça coûte trop cher d'empêcher les gens de mourir, donc laissons-les crever. Mais dites les choses comme ça à ce moment-là. Parce que sinon, vous dites n'importe quoi et vous avez l'impression que, vaguement, j'ai pas regardé, mais apparemment, il y a un problème avec les aides. Ça suffit, en fait, de raconter n'importe quoi sur le dos des étrangers. Ça suffit et vraiment, vous vous faites avoir par des gens qui ne font que construire leur carrière politique sur le racisme et la haine contre les personnes qui sont les plus en difficulté dans notre pays. Parce qu'être étranger, et particulièrement en situation irrégulière dans notre pays, c'est pas une partie de plaisir, vu que précisément vous êtes traqué sans arrêt par la police, la gendarmerie, qu'on peut vous envoyer pour un oui, pour un non dans un centre de rétention administrative qui n'a aucune forme de légitimité de quelque manière que ce soit, puisque ce sont des décisions administratives. On vous enferme sur la seule base d'une décision de l'exécutif. Je signale qu'on a fait tomber des Bastilles dans notre pays parce qu'il y avait justement ce type de situation. La Bastille, c'était ça. C'était l'exécutif qui envoyait des lettres de cachet pour vous foutre en prison et vous n'avez rien à dire. C'était le roi qui vous envoyait en prison. Là, c'est pareil, sauf que c'est le préfet et tout le monde a l'air de trouver... Enfin, tout le monde. Non, pas tout le monde, heureusement, mais un certain nombre de personnes ont l'air de trouver ça normal qu'on puisse mettre en rétention administrative sur une base d'une décision administrative, pas judiciaire, pas avec du contradictoire. Comme ça, on peut vous mettre en tôle pendant 3 mois et ensuite vous expulser du pays dans lequel vous avez parfois construit une famille, des amis, votre travail, parce que contrairement, et je vais y revenir, mais contrairement à ce que racontent des gens comme Bruno Retailleau, la plupart du temps, les étrangers sont des gens qui ont un travail et c'est là qu'on va rentrer dans le détail. Dans un certain nombre de cas, si des gens sont en situation dite irrégulière, c'est de la faute de l'État, puisque l'État ne fait pas son travail en temps et en heure, et que l'État est lui-même responsable du fait que des papiers ne sont parfois pas délivrés à temps. Alors, on va rentrer dans le détail. Donc, que font les forces de police et de gendarmerie qui essayent d'arrêter des personnes dites clandestines, c'est-à-dire des étrangers qui sont en situation dite irrégulière? À votre avis, ils font quoi? Ils vont voir qui comme personne? À votre avis, exactement? Oui, ils font des contrôles au faciès, ils vont chercher des gens dont ils estiment que la couleur de peau donne l'impression qu'ils ne seraient pas tout à fait vraiment français, vous voyez? Et puis ils font même pire que ça, parce qu'il y a des témoignages qui commencent à circuler. Ils vont demander aux gens s'ils ne connaîtraient pas par hasard un voisin ou quelqu'un dans le coin
qui serait un étranger en situation irrégulière. C'est-à-dire qui demande de la délation de personnes qui sont dans des situations d'extrême précarité auprès des gens qui, habitant dans le quartier, voudraient dénoncer des étrangers en situation irrégulière. Franchement, ça ne rappelle pas des bons moments de l'histoire de notre pays. Et ceux qui sont les plus courageux sont ceux qui, au contraire, protègent les personnes qui sont dans ces situations d'extrême précarité, de la brutalité et de la violence, des carriéristes comme Bruno Retailleau qui préfèrent répandre le racisme et la haine pour son petit intérêt personnel plutôt que de faire son travail de ministre de l'Intérieur et d'utiliser par exemple ces policiers et ces gendarmes pour arrêter les grands trafiquants, pour arrêter les personnes qui commettent des violences intrafamiliales, pour arrêter les pédocriminels, pour arrêter les personnes qui commettent des violences sexistes et sexuelles. Voilà, ça c'est utile pour mobiliser les policiers, mais aller courir après des pauvres gens, non, ça c'est pas un métier utile à faire, monsieur Retailleau, à faire aux policiers, aux gendarmes. Ça, c'est pas la France de la République. Ça, c'est pas la liberté, l'égalité et la fraternité. On est loin, loin en dehors des valeurs de la République quand on fait ce genre d'opérations qui sont vraiment, mais d'une honte. Et dans quelques années, quand on aura gagné le pouvoir dans ce pays, parce qu'on va gagner le pouvoir dans ce pays, eh bien on regardera cette période comme une période très sombre et j'espère qu'on apprendra à nos enfants et aux adultes aussi que cette période-là, ce type de comportement-là, cette déshumanisation successive des étrangers, des personnes musulmanes aussi, parce que ça c'est la grande ambiance aussi dans notre pays, que la déshumanisation des autres conduit toujours à ce type de choses. Mais attendez, c'est pas fini parce que si on les laisse faire, alors ça ira jusqu'où? Si on les laisse continuer comme ça, si, admettons, donc on va attraper toutes les personnes qui seraient des personnes étrangères en situation irrégulière. Alors on fait quoi après, une fois qu'on les a attrapées? On fait quoi exactement avec les personnes qui sont en situation irrégulière qu'on a attrapées? On va réussir à les mettre dans des avions, vu que c'est ça apparemment l'objectif. On les met dans des avions et on les expulse? Ben non, parce que pour ça, il faut que l'État soit d'accord pour récupérer son ressortissant. Or, dans un certain nombre de cas, c'est pas le cas. Donc on fait quoi exactement? On continue, on fait plus de centres de rétention administrative, on les multiplie par combien pour arrêter les gens et les retenir? Et puis pendant combien de temps sur la base de décisions administratives? Vous voyez, ça ne rappelle pas des très très bonnes heures de notre histoire que ce type de pente qui amène au racisme, à la haine et à la déshumanisation de gens qui ont le seul malheur d'avoir dû quitter leur pays parce qu'ils y connaissaient la misère, la guerre ou bien les effets du changement climatique. Vraiment, tout ça est honteux. Et je dis un dernier truc, mais pour un certain nombre de personnes, et en fait pour la majorité, ce sont des travailleurs, des gens qui font tourner le pays en allant faire les travaux que personne ne veut faire, dans le bâtiment, dans le ménage, pour ramasser les ordures, tous ces travaux qui sont méprisés, où on humilie les gens qui y travaillent, où ils sont mis en danger, où ils meurent plutôt que les autres, parce que les conditions de travail sont dramatiques, où ils sont sous-payés, et ben c'est toujours là qu'on retrouve les étrangers et les immigrés. Et vous savez quoi? Dans un certain nombre de cas, c'est l'État qui est responsable du fait que les gens se retrouvent en situation irrégulière. Dans mon département, l'Essonne, c'est une catastrophe. La préfecture ne rend pas les documents à temps. Il y a des gens qui attendent pendant 4 ans d'avoir des papiers alors qu'ils sont arrivés légalement sur le territoire de la République française. Et c'est l'État français qui les met dans des situations d'irréguliers par son incompétence, parce qu'on a réduit les effectifs sans arrêt et parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas si mal finalement de mettre des étrangers en situation irrégulière parce que comme ça permet de faire la pression sur tous les salaires et sur toutes les conditions de travail. Et quand vous n'êtes pas solidaire avec les personnes immigrées qui sont des travailleurs, quand vous n'êtes pas solidaire en tant qu'être humain avec ceux qui partagent des conditions de travail qui sont dramatiques, eh bien justement, c'est vous-même que vous mettez dans des situations d'extrême précarité. Parce que vous pensez quoi? Une fois qu'ils en auront eu affaire avec les immigrés et qu'ils auront, selon leurs termes, réglé le problème de l'immigration, vous pensez que le capitalisme va se satisfaire de cette situation? Non, c'est vos conditions de travail à vous qui vont détruire. Alors que si vous faites l'inverse, si vous donnez des papiers aux travailleurs qui, justement, sont sans papier, vous les mettez dans des situations d'être en capacité de se battre pour leurs droits. Et en se battant pour leurs droits, ils se solidarisent avec vos droits à vous. Donc, aider les autres, c'est vous aider vous-même. Quand vous aurez compris ça, quand vous aurez compris que le racisme est le dernier rempart du capitalisme pour continuer à produire et reproduire les profits pour quelques personnes, quand vous aurez compris ça et que l'objectif des capitalistes, c'est la division permanente du peuple pour empêcher sa solidarité dans la lutte,
Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris pourquoi des gens comme Bruno Retailleau, comme Nicolas Sarkozy, comme Marine Le Pen, comme Jordan Bardella encouragent sans cesse le racisme et la haine pour protéger les intérêts d'un petit nombre de personnes qui sont déjà bien riches et qui s'en sont mis plein les poches, alors que si on récupérait juste cet argent-là, là on pourrait faire tourner les services publics d'une manière qui serait bien plus efficace. Dernier thème dont je voulais vous parler, vous avez peut-être vu passer l'information, c'est que le compte Serfia, qui est donc un compte sur Twitter et Instagram, qui est d'ailleurs très suivi sur Twitter et sur Instagram, a été racheté par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin via le truchement d'un certain nombre d'entreprises pour essayer de masquer le fait qu'à la fin, au bout du bout des entreprises, c'est Pierre-Édouard Stérin qui a racheté Serfia. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien parce que c'est l'un des objets de mon rapport parlementaire. Oh punaise, j'ai failli renverser une bouteille d'eau sur mon ordinateur. C'est bon, on est sauvé, vous inquiétez pas. Donc je vous disais, c'est l'un des objets de mon rapport parlementaire sur l'organisation des élections en France. Et l'un des objets dont je vous parle, il est disponible en ligne si vous voulez aller le retrouver. C'est le rapport d'information numéro 1489 ou quelque chose comme ça. Vous tapez rapport sur l'organisation des élections en France, vous allez le trouver. Et dedans, je parle d'un des mécanismes d'ingérence qui n'est pas assez étudié à mon sens, qui sont les ingérences financières. C'est-à-dire les gens, tiens, ça fait le lien avec le thème précédent, les milliardaires qui utilisent leur argent pour essayer d'influencer les comportements, les idées et, in fine, les élections. Et vous savez dans quel sens ils essayent d'influencer les comportements, les milliardaires ? Eh bien, ils essayent d'exciter le racisme. Voilà, c'est ça le grand objectif de Pierre-Édouard Stérin. Ça fait vraiment le lien avec ce que je vous disais juste avant. Mais le grand objectif de Pierre-Édouard Stérin, c'est de vous faire détester les musulmans en particulier. Ils veulent créer des baromètres islam et insécurité, comme s'il y avait un lien entre les deux. Enfin bref, vous avez compris l'idée globalement. Et M. Stérin est un grand partisan de ce qu'ils appellent les gens d'extrême droite la remigration, et ils trouvent que Le Pen n'est pas assez forte sur le sujet, qu'il faudrait qu'elle fasse des propositions plus rigoureuses. Donc vous voyez, il y a des milliardaires qui veulent que vous détestiez encore plus les étrangers que ce qu'on vous invite déjà à faire maintenant, et pour cela, Pierre-Édouard Stérin a une stratégie qui est une stratégie globale, à la fois d'essayer de former des gens, notamment des gens qui passent ensuite par le collectif Némésis, qui deviennent députés de l'UDR, enfin des gens comme ça, vous voyez, l'UDR c'est le parti de Ciotti, ou de faire gagner des mairies au Rassemblement National. Ils avaient d'ailleurs passé un accord à un moment donné avec le Rassemblement National, avec une structure qui s'appelle Périclès. Et puis ça, c'est un premier dispositif. Et l'autre dispositif, c'est d'essayer de vous influencer par des rachats de médias, des rachats d'instituts de sondage, ou bien en essayant de manipuler des instituts de sondage pour leur poser des questions, comme je vous disais, là, le baromètre islam et insécurité. Et donc, dans cette stratégie globale d'influence, s'inscrit précisément le rachat d'un compte comme Serfia. Alors déjà, le premier truc à faire, si vous voulez être utile pour la lutte, c'est de vous désabonner du compte Serfia. Maintenant que vous savez que derrière, il y a un milliardaire raciste, ça peut être une bonne idée de se désabonner de ce compte pour lui faire perdre de son influence. Les petits moyens de la lutte, c'est déjà ça de prix. Et n'hésitez pas à dire à ceux que vous connaissez qui sont abonnés au compte Serfia ou qui le relaient à partir de maintenant qu'il vaut mieux arrêtez de faire ça parce que vous êtes en train d'aider un milliardaire raciste. Alors, si vous aimez ni les racistes ni les milliardaires, voilà, faut vous désabonner de Serfia. Vous aurez fait quelque chose d'utile pour la cause. Donc, cette stratégie, elle vise à gagner de l'influence, gagner de l'audience et de la place dans les esprits pour, in fine, vous inviter à aller voter pour l'extrême droite. D'ailleurs, à peine ils ont racheté Serfia, qu'est-ce qu'ils font ? Hop là, un petit tweet d'hommage à Philippe Pétain. Bah tiens, pourquoi se priver après tout, on rachète un compte qui est suivi par 1,2 million de personnes. C'est le jour de la date anniversaire de la mort de Pétain. Faisons un tweet sur la mort de Pétain. Ben voyons. C'est ça, donc ça commence comme ça. Et puis ensuite, vous allez avoir d'autres trucs qui vont vous inviter. Encore une fois, vous allez voir, le compte Serfia, il va commencer à faire des trucs à la CNews pour essayer de vous faire détester une fois les immigrés, une fois les musulmans, une fois les Algériens, et puis la fois d'après la France Insoumise, et puis ça tourne. Les immigrés, les musulmans, la France Insoumise, les Algériens, les immigrés, la France Insoumise, les musulmans, ils tournent, mais globalement on est en circuit fermé. Et puis une fois de temps en temps, si jamais ils sont trop fatigués avec ça, ils vous parleront des woke. Et alors là, vous pourrez aller vous faire cuire des pâtes avec votre woke.
et vous serez ravis puisque vous aurez fait le tour du paysage, du maximum de réflexion dont est capable l'extrême droite française dans notre pays aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette actualité politique de la semaine. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'espère vous avoir fait comprendre l'utilité d'avoir des médias qui sont des médias autonomes, indépendants et sur lesquels on peut discuter un peu en direct. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous voulez discuter davantage, puisque là c'est plus moi qui, qui fais un monologue, mais si vous voulez davantage discuter tous les mercredis, j'essaye à 18h, on fait des lives sur ma chaîne Twitch. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez voir ma chaîne Twitch, abonnez-vous à cette chaîne, parce que j'échange avec le chat, donc ça me permet de répondre davantage aux questions, même si je lis évidemment vos commentaires sur la chaîne YouTube, ils m'intéressent toujours beaucoup, mais ça ne permet pas de faire des retours comme c'est le cas sur Twitch. Donc vraiment, si vous le souhaitez, je vous invite à aller sur Twitch et à vous abonner à ma chaîne avant de partir, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.